Nous sommes au cœur des Vosges. Et ben voilà, je suis installé dans un des plus beaux bureaux du monde. Je vais pouvoir réaliser le rêve d'Icare, voler comme l'oiseau. Allez, c'est parti. Superbe vue au-dessus de la Bresse et des Vosges, avec un survol au départ de 48 mètres au-dessus des sapins. Et je vais ensuite aller traverser dans cette belle forêt, presque toucher la cime des arbres, passer à 4-5 mètres dans une tranchée au-dessus de la rivière et terminer cette belle descente d'1 km 350 dans une tour au-dessus de la rivière la Moselotte. Pour découvrir le massif des Vosges, rien de mieux qu'une telle balade. Vision panoramique d'un département constitué pour moitié de forêt. Une immensité verte où l'on croise des sapins, des chênes, des hêtres, des épicéas ou des bouleaux. Différentes essences d'arbres qui bordent les rivières, cascades et lacs de ce paysage enchanteur. Mais après plusieurs années de canicule et de sécheresse, ce survol nous ramène à la réalité. Une réalité à peine perceptible pour le promeneur occasionnel. En revanche, pour les agents forestiers, ces arbres secs qui parsèment le massif des Vosges, c'est signe que la forêt étouffe. Et on voit déjà qu'il y a eu beaucoup d'arbres touchés dans cette parcelle. Les arbres souffrent et pour sauver la forêt, il faut planter de nouvelles essences. La forêt de demain, elle est là. Dans les Vosges, les inquiétudes sont multiples. En montagne, avec déjà 2 degrés de plus, la neige tombe, mais de manière plus aléatoire. Sans qu'il y en ait la neige, on aurait beaucoup de mal à laisser ouvert la station. Il faut composer avec cette hausse des températures et imaginer d'autres loisirs. Ici, on prépare déjà le monde de demain avec une diversification des activités. Une économie étalée sur 4 saisons. Voyage dans les Vosges, au cœur du massif du même nom. Un territoire hors des sentiers battus, entre plaine et montagne, qui doit faire face à de nouveaux défis. Attention, attention, départ, intervention, feu de forêt dans le massif du Cambert. Il est à peine 8 heures du matin. Préparez le groupe pour intervention momentanée. On a des sautes de feu de part et d'autre de la route forestière. Frédéric Clément est lieutenant. C'est lui qui gère cette intervention, pas comme les autres. C'est un stage qui se déroule sur 4 jours. On en organise un par an dans le département des Vosges. Pour le moment, peut-être que dans les années futures, avec le réchauffement climatique, on sera obligé d'augmenter notre cadence de formation. Direction le col de la Crénée, dans le massif de la Bure. Là où les camions ne peuvent plus passer, il faut grimper la colline avec les tuyaux. Le chef de GIF de Direx en active, on met la deuxième dynamique. Donc plus on est rapide, plus on est efficace, mais tout en travaillant en sécurité. Donc là, il faut que ça bouge. Passe au-dessus de la souche. Pas facile de se frayer un chemin sur les pentes escarpées des massifs vosgiens. Les pompiers doivent dérouler plus de 420 mètres de tuyaux sur 60 mètres de dénivelé. T'as un chemin là, relevez le monteur dans le chemin. Ces hommes le surnomment affectueusement le pitbull. Tendu à ton chef. Plus fort, on n'entend rien. Tendu. Voilà. Et lequel qui est tendu? Si le lieutenant hausse le ton, c'est pour préparer au mieux ces hommes.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces pompiers, qui ont au moins 10 ans de carrière, ne sont pas préparés dans leur formation initiale à la lutte contre les feux de forêt. Mais le fléau prend de l'ampleur. En 10 ans, le nombre d'incendies a doublé. 250 feux par an au début des années 2010 à 500 aujourd'hui. Et les chiffres augmentent chaque année. Vous avez croisé? Bah croisé. Bah qu'est-ce qui vous empêche de croiser? Vérifiez que vos lances, elles soient à 25 mètres. Ça change rien qu'il y en a à droite et à gauche. Là, on croise. Les chefs d'agré au rassemblement. Là, c'est croisé. Nickel. Et c'est ça qu'il faut... il faut vraiment vous coordonner. Il faut qu'on briefe les chefs d'agré. Très bien. Et ça, c'est vous avec la radio. Et ça fait un petit peu avoir, c'est que dès qu'on bascule de l'autre côté à droite à gauche, c'est des manœuvres qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. On a mis une lance à droite, une lance à gauche, mais c'est la réalité. Et il faut qu'ils s'assurent à chaque fois que les chefs d'agré ils croisent leur jet de manière à ce qu'on soit efficace. On a entendu des chefs d'agré, dispositif validé. L'exercice se poursuit. Le scénario évolue. Allez, stop, vous pouvez être prudent. Il faut sans cesse mettre les hommes à l'épreuve. Le feu est passé derrière nous, j'ai demandé un largage de sécurité. Petite urgence dans les camions, vous vous rendez compte quand tout le monde a réintégré. C'est bien, impeccable. Mise en action des systèmes d'autoprotection des CCF. Avec ses 37 ans de service et ses multiples opérations dans le sud de la France, le lieutenant Clément sait que la moindre erreur peut être fatale pour l'un de ses hommes. J'ai participé à plusieurs campagnes feux de forêt. On a vu quand même des méga-feux et des feux importants sur les années 2016 sur l'arc méditerranéen, des interventions avec les collègues du 54, où on descend tous les ans, on est mis à disposition de la zone Est, de manière à être projeté dans le sud pour aider nos collègues dans le Var. Pour les novices, de nouveaux gestes à apprendre et à maîtriser au plus vite. Avec la hausse des températures, les forêts s'affaiblissent et favorisent les départs de feu. Là, on peut constater que cet arbre, il est sec sur pied. Il n'y a plus de sève qui monte par l'écorce. On voit bien en levant avec la pointe du couteau qu'on arrive à enlever l'écorce facilement. Et ici, il n'y a plus de sève qui sera conduite par l'écorce de l'arbre. Il dépérit sur pied et il sèche. Et sur une parcelle de 20 mètres carrés, on a à peu près 5 à 6 arbres, là, on peut voir, qui sont secs. Ces arbres sont secs sur pied. Ils vont présenter un risque pour l'incendie. Aujourd'hui, dans le département, 200 pompiers environ sont formés à la lutte contre les feux de forêt. Leur nombre va augmenter d'année en année. Mais pour parer au plus pressé, il faut réussir à mobiliser les autres régions. Le massif des Vosges et ses forêts s'étale sur 7 départements, dont la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Nous partons pour la zone du lac de Pierre-Percé. Un paysage aux allures de grand nord-américain que les locaux surnomment le Petit Canada. Cos Raonde 1178, bonjour, je vais être sur zone d'ici 15 minutes. C'est ici que le colonel Dupuis a décidé de réunir ses troupes et celles du département voisin. On est en limite de territoire, donc sur notre gauche, on a derrière le massif, là, on sera en Meurthe-et-Moselle. Sur notre droite, là où on va intervenir, on est sur le massif vosgien. 8 camions sont mobilisés, ainsi qu'une cinquantaine de soldats du feu déjà aguerris. L'idée est de trouver la bonne coordination entre les deux équipes qui ne se côtoient que rarement sur le terrain. À l'avenir, la donne risque de changer. Donc là, on est sur une intervention qui a demandé un premier groupe intervention feu de forêt qui vient des Vosges, donc composé de 4 camions-citernes feu de forêt. Et on a demandé tout de suite en renfort, vu l'ampleur, des moyens qui viendront de Meurthe-et-Moselle pour venir nous appuyer très rapidement. On a identifié que l'habitation, c'était un point sensible. Potentiellement, il peut y avoir des habitants. Et vous répartissez le chantier légèrement sur la gauche, en laissant la place pour l'autre chiffre. Ok, bien reçu, Cos Raonde, je bascule fréquence Cersol. En cas de besoin, le colonel peut encore demander du renfort. Il pourrait aussi à l'avenir obtenir un avion bombardier d'eau. Le dispositif se met en place.
Et l'objectif, avec les lances, on fait le tour du feu. Ouais, ok. Hein, on fait flanc droit, tête de feu, et le GIF en renfort de Meurthe-et-Moselle, flanc gauche, contour du feu. Ok. L'objectif, c'est traiter les feux naissants. Plus on traite le feu tôt, plus on aura de la chance de pouvoir le maîtriser. Donc, tout l'intérêt de ces manœuvres interdépartementales pour pouvoir travailler ensemble, travailler rapidement et efficacement. Je me désengage du chantier et ne reviendrai pas sur le chantier. Comment reçu? Aujourd'hui, dans leur lutte contre ces feux exceptionnels, les pompiers collaborent avec l'ONF, des experts dont la forêt est le cœur de l'activité. L'Office national des forêts travaille en amont, en repérant les zones forestières les plus vulnérables. Pour cela, ils utilisent de nouveaux outils, bien loin de l'image vieillotte qui leur colle à la peau. L'image du forestier, d'une manière générale, évolue. Déjà, c'est pas le barbu avec sa chemise à carreaux et sa hache. C'est quelqu'un qui travaille sur le long terme, qui s'adapte à la technologie. On s'appuie sur des nouvelles technologies qui nous font gagner du temps, gagner en expertise, de façon à pouvoir lutter contre les changements climatiques, s'adapter le mieux, avec le plus d'agilité possible. Justement, ce jour-là, tous les responsables du comité directeur sont sur le terrain pour découvrir ce nouvel outil. C'est un drone muni d'une caméra et d'un appareil photo. Ça y est, il est parti là. Je vais faire un petit 360 degrés. La démonstration a lieu au cœur de la forêt, à Martigny-les-Bains. La mission aujourd'hui, ça va être de survoler une parcelle composée de sapins pectinés qui a été touchée par les différentes sécheresses qu'on a pu avoir les années précédentes et qui ont causé un manque d'eau dans le sol et dans l'air ambiante. Donc l'arbre va manquer d'eau et ça va provoquer un rougissement des aiguilles et à plus long terme peut causer la mortalité de l'arbre qui a été touché. Le drone cartographie ici les zones les plus vulnérables. Et on voit déjà qu'il y a eu beaucoup d'arbres touchés dans cette parcelle. Depuis que les forestiers utilisent le drone, chaque vol montre les hêtres qui agonisent. Quand on est sous les arbres, on a une certaine vérité. Quand on est en vol de canopée, on voit vraiment ce qui se passe, cime par cime. On arrive à voir l'état de dépérissement de chacun. Il y a du dépérissement, Une évolution de taille pour les forestiers qui disposent d'un outil précis et très efficace. Donc chaque photo géoréférencée, ça veut dire qu'à la limite, on peut savoir où est l'arbre dépérissant, avec quelle précision? La précision, là, aujourd'hui, elle sera environ d'1 mètre. D'un mètre. Mais on peut la réduire davantage, mais par contre, dans d'autres situations, on peut la descendre à 1 cm, sans trop de difficulté. Il y a 3 capteurs différents, enfin 2 capteurs. Il y a un capteur RVB 20 mégapixels, il y a un capteur thermique et il y a un télémètre laser en plus. Et on peut utiliser les 3 fonctions en vol comme on le souhaite. Le drone est équipé maintenant d'une caméra thermique. Une fois qu'on passe en infrarouge, on voit vraiment qu'on a une plage de chaleur qui est programmée pour détecter en général les températures qui correspondent aux vivants. Donc là, on voit que par rapport à la végétation, on a tout de suite tout ce qui émet une source de chaleur qui nous ressort sur la radiocommande. Grâce à cette caméra, les gardes forestiers pourront mieux comptabiliser et recenser les animaux qui peuplent la forêt. Ils pourront surtout estimer les pertes et identifier les espèces d'arbres les plus impactées. Donc ce qui est rouge, c'est que c'est en train de mourir, c'est ça, Gwenaël? Blanc, c'est mort. Et orange, c'est en train de mourir, quoi. Sur les hêtres, on a un dépérissement total de la canopée par le dessus. Les arbres perdent leurs feuilles, perdent leurs branches même. Et puis, à un moment, on voit qu'il n'y a plus qu'un houppier sur la partie basse. Et quand on est en dessous, on pense qu'il est en bon état, alors qu'en fait, il a perdu 3/4 de son poumon. La qualité du bois dans ces forêts dégradées est menacée. Il faut alors récolter les arbres au plus vite avant qu'ils ne soient inutilisables.
Les années de sécheresse, Denis Dagneau le reconnaît, il faut couper plus d'arbres que d'habitude. Nous, cette année, on aura récolté plus de 40% de produits malades, dépérissants, quand une année classique, on était aux alentours maximum de 5%. Donc on voit bien que la forêt, elle meurt beaucoup plus qu'il y a quelques années. Et on voit bien que les arbres souffrent, parce que là, on va prélever et vérifier que les arbres malades, mais on voit bien que d'année en année, ça se dégrade. C'est surtout ça qui nous inquiète. Suivre les pas des forestiers, c'est découvrir l'envers du décor. Des signes, invisibles pour le promeneur, ne trompent pas ceux qui ont fait de la forêt leur bureau. Voilà, un bois comme ça, on voit bien qu'il y a des décollements d'écorce. Là, il y a des traces brunes, là où on en voit. Voilà, c'est un bois qui est en train de dépérir. Bon, là-haut, on a un champignon aussi. Voilà. Cette sortie en forêt montre que la forêt est bien vivante et qu'elle peut parfaitement se passer de l'homme. Et là, on voit bien tout l'humus qui est là, cette matière organique. Donc voilà, ça, c'est vraiment l'humus qu'on va avoir et la matière organique qui va faire que ces sols-là vont être riches. Donc là, c'est pareil, certains sont choqués de voir ces images, c'est-à-dire du bois mort au sol. Le problème du bois mort au sol, c'est que visuellement, c'est peut-être pas beau, mais le problème, c'est que ça, c'est... je dirais, en comparaison, c'est la crème solaire quand on est en plein soleil, c'est-à-dire ça protège l'humus, ça protège les sols de l'évaporation. Ça donne de la matière organique qui va permettre d'assurer au sol un renouvellement et le travail des champignons, des lombrics. Et ça, c'est vraiment l'engrais de nos sols forestiers. Ici, les conditions climatiques ont bien changé. Les canicules, les sécheresses à répétition ont modifié le paysage. Si les forestiers en ont très vite pris conscience, c'est qu'ils sont en première ligne. Nous, on voyait un peu de façon nos forêts mourir. Et puis, à un moment, on a commencé à avoir la presse qui s'intéressait à nous après le Tour de France. Quand ils ont survolé à la vallée de Masevaux, les gens ont dit « Qu'est-ce qu'elle a, votre forêt, elle est toute rouge ?» Bah ouais, on leur dit « Elle est en train de mourir parce que les arbres sont en train de sécher, etc. » L'ennemi de la forêt est invisible à l'œil nu. Le scolyte, cet insecte microscopique, dévore les arbres de l'intérieur. Depuis les années 1970, on estime que la population de scolytes s'est multipliée par 4 et qu'elle a grignoté 3 millions de tonnes de bois. On a encore des beaux Douglas, hein, là. Cible de choix du scolyte, surnommé également le typographe, l'épicéa. Ah bah là, tous nos bois scolités, là. Là, on voit bien hein, toutes les galeries, là. T'as vu, Didier, là, toutes les piqûres qu'on peut voir, là. Les insectes qui ont fait des trous, dans l'écorce et qui ont attaqué le bois par en dessous. Donc on voit bien, les insectes ont piqué, ont fait un trou ici, et ensuite ont pondu, et les larves ont fait carrément, entre l'écorce et le bois, ont fait leur galerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces bois qu'on voit ici sont complètement dépérissants et ont fini par mourir. On voit là-haut des traces de résine où clairement l'arbre a essayé de se défendre, mais comme il a pu. Ici, on voit des traces de résine, mais ça n'a pas suffi. Parce qu'une année où on n'est pas en sécheresse, on a un arbre qui arrive à se défendre en émettant de la résine et en engluant l'insecte. Là, on a eu 3 années de sécheresse, donc l'arbre, il n'a pas pu fabriquer de résine, il n'a pas pu engluer l'insecte, il n'a pas pu naturellement se défendre. Selon les projections des experts mondiaux du climat, le scolyte ne peut que proliférer. Son carburant, la chaleur. Aujourd'hui, ces bois-là, ils auraient dû être destinés à faire des charpentes, etc. Mais vu leur état de dégradation, c'est des bois qui vont sans doute finir pour un usage moindre, pour faire par exemple des palettes. Ouais, les gars ont tout jalonné, là, Didier. Tout est prêt à être planté, là. Difficile à accepter pour cet amoureux de la forêt, mais Denis Dagneau préfère aller de l'avant et imaginer comment redonner vie à cet écosystème si important. Bon, l'exploitation est super bien faite, bah là on voit les plants. Hein. Ici, il a fallu faire table rase pour planter des espèces moins sensibles aux insectes ravageurs. La forêt de demain, elle est là. Ouais, ils sont bien plantés en plus. Mise en place. Très bien plantés, là. Bonjour, messieurs, dames. Dès les premiers jours d'automne jusqu'au printemps, les équipes de l'ONF plantent de nouveaux arbres. Bon, on a des bonnes conditions pour planter, là. Pour démarrer, là. Vous jalonnez. Vous jalonnez, d'accord. Ouais.
Bon, ben, je vous laisse faire. Et vous, les élèves apprentis, ça se passe bien? Ça va, la technique rentre? De plantation? Ouais. Et c'est vous l'avenir de la forêt. La forêt, elle commence par là. Vous faites le métier le plus important dans la forêt. C'est un métier noble. Allez, on vous regarde faire. Rien que dans les Vosges, 2600 hectares ont été rasés à cause du scolyte. 20% des terres ont été reboisées. Alors, je vais juste te montrer quelque chose. C'est pas tout à fait ce que j'attends. Je vais te montrer ce que moi j'attends. En fait, tu vas mettre ton plan ici. Mais le plan que tu vas mettre, si tu travailles pas un minimum le sol, essaye un peu comme dans ton jardin, d'aérer un peu le sol. Et une fois que tu as un peu aéré ton sol, là, à ce moment-là, tu peux mettre ton plan. Derrière, quand tu vas lui mettre les racines, tu lui mets bien les racines le plus droit possible. Et de nouveau, tu remets la terre. Les quelques secondes que tu vas mettre pour faire pousser cet arbre, c'est le plus important pour la vie de l'arbre quand il va faire 30 mètres de haut. Il faut qu'il puisse installer son système racinaire dans le sol. Ces arbres que ces jeunes plantent, Denis Dagneau sait qu'il ne les verra pas atteindre leur maturité. Il leur faut 40 ans en moyenne pour mesurer une quarantaine de mètres. Vous n'hésitez pas, on n'est pas à 20 cm près. Vous décapez bien la surface au démarrage et ensuite vous allez vraiment travailler le sol, quoi. Il ne faut pas hésiter. Dans ce qu'on va mettre, le plus fragile, c'est l'arbre qui est ici. Le sol, on peut le remuer comme si on était dans notre jardin en train de remuer la terre, quoi. Voilà, aère bien la terre, impeccable, super. La forêt va se reconstituer lentement. Il n'y aura plus forcément les mêmes espèces. Les épicéas vont peu à peu disparaître pour laisser la place à des variétés plus résistantes à la chaleur. L'ONF est aujourd'hui l'un des seuls organismes à posséder certaines graines qui constitueront justement la future forêt. Les graines forestières, en fait, ce que moi j'appelle les maternités forestières, il n'y en a plus que 2 en France. Et du coup, l'ONF a un rôle très très important par rapport à ça. Et là aussi, ça peut être surprenant, mais les enjeux de la foresterie sont cantonnés dans quelques dizaines de mètres carrés, en fait, avec la conservation des graines qui peuvent aller jusqu'à 40, 50, 60 ans pour aller constituer la forêt de demain, quoi. Ces graines, il leur faut 3 ou 4 ans avant de pouvoir être plantées. 4 ans pour transformer une graine en arbuste. Alors Didier, ces plants? Très bien, des beaux plants de belle qualité. Ah ouais, super système racinaire. Ils sont conditionnés par 5 ans, c'est pour la forêt communale de la Chapelle. L'endroit est plutôt surprenant. Nous sommes au milieu d'une zone industrielle. C'est l'avenir de la forêt, il est devant nous, hein. On a différentes essences, des chênes Cécile, du chêne pubescent, du pin de Salzmann. Là-haut, on a du liquide en barre, du cormier. Ce petit carré de moins d'1 mètre carré, au final, c'est l'équivalent de 2 hectares plantés, quoi, hein. L'équivalent quasiment de 4 terrains de foot. Ça paraît petit, mais c'est une forêt miniature qu'on va faire naître, en fait, dans notre massif forestier pour que demain, ça devienne une forêt majestueuse. Plus question de favoriser une espèce. Il faut aujourd'hui une plus grande variété d'arbres. Et là, tous ces arbres-là, c'est la diversité qu'on va apporter dans la forêt, en plus de nos régénérations naturelles. C'est de diversifier au maximum la forêt pour qu'elle soit la plus résistante au changement climatique que l'on subit aujourd'hui. Là, par exemple, cette essence-là, c'est de l'aulne glutineux. On le reconnaît avec un bourgeon fort sympathique. Il est un peu violacé. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, de cette taille de ces arbres-là, c'est pas forcément facile de les identifier. On a beaucoup plus facile de les identifier quand ils sont à l'âge adulte. On ramène ça au hangar. OK. La forêt de demain. Si l'ONF s'équipe aussi bien, c'est que la forêt est en danger. Pourtant, malgré l'urgence de la situation, c'est un peu la crise des vocations. Denis Dagneau a une centaine de postes à pourvoir et peu de candidats. En France, la filière emploie 375 000 employés. Dans les Vosges, la première industrie aujourd'hui, c'est le bois. Et les scieries du XXIe siècle ont bien changé. Tout est automatisé, robotisé. 2 employés suffisent à faire tourner une chaîne de production entière.
Dans le bois, tout est optimisé, et surtout aujourd'hui, avec le besoin en bois qui devient de plus en plus accru, il est hors de question de gâcher le moindre petit mètre cube de bois. Tout doit être optimisé au maximum pour répondre aux besoins de demain. On est environ à 63 64 000 mètres cubes de grumes par an. Sapin, épicéa, principalement du sapin. Il faut dire que la concurrence des marchés étrangers, et surtout chinois, est terrible. Ajoutez à cela les sécheresses, et c'est tout le marché du bois français qui doit repenser son modèle économique. Gérald a décidé d'intégrer les arbres qui n'avaient jusque-là pas accès aux scieries. Voilà, là, vous avez un bon exemple de bois dépérissant, donc du sapin qui a commencé à sécher dû à un stress hydrique. Vous voyez, l'écorce est pratiquement totalement partie. C'est un bois qui a perdu énormément de qualité, surtout pour le sapin. C'est un lot qui a été pris assez tôt, mais si on les avait laissés, ils auraient tous été dans cet état-là dans 1 mois et demi, 2 mois. Et un sapin sec qui a été pris trop tard, il ne peut pratiquement plus rien faire avec. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement rapide. Changer de modèle économique, oui. Mais pour le patron de cette scierie, qui emploie une quarantaine de salariés, il n'y a pas d'urgence. J'irai pas jusqu'à une inquiétude, parce qu'en effet, ce qu'on a pu vivre avec la crise Covid ces dernières années, le sapin dépérissant, le hêtre dépérissant, en effet, ça a été extrêmement compliqué à gérer. Nous avons, avec les propriétaires forestiers et les gestionnaires comme l'ONF, essayé de travailler au mieux pour utiliser ce qui était en produits accidentels, que ce soit les bois scolités ou les sapins dépérissants, pour le moins possible taper dans le capital de la forêt. Je trouve qu'on a plutôt pas mal réussi. L'État a déjà débloqué 150 millions d'euros pour le reboisement forestier, dont 4 millions rien que pour les Vosges. Une politique étalée jusqu'en 2030. Quant au changement de la forêt, c'est une transition qui va se faire sur le long terme. Donc nous aurons largement le temps, nous, de nous adapter dans les années qui viennent. On parle en décennies, on ne parle pas en mois pour la transition. L'ONF montre l'exemple. Aujourd'hui, pour entretenir l'activité de la filière, son siège est entièrement réalisé avec des bois locaux. Ce n'est pas flagrant de l'extérieur, mais une fois dans le bâtiment, on se rend compte jusqu'où l'ONF a poussé l'expérimentation. Donc là, on est sur du chêne, avec toutes ses singularités, différentes largeurs, des nœuds, etc. On n'a pas cherché à trier les bois. L'escalier en hêtre. Et là, on descend sur un étage, on change d'essence forestière, on est sur du frêne. Mais on a aussi du Douglas, du pin, et on est le premier bâtiment de France certifié PEFC. Que du bois qu'on trouve ici. Que du bois vosgien, 9 essences différentes, transformées dans les Vosges, et on est sur des circuits très courts. Et le bâtiment, c'est 1500 mètres cubes de bois utilisés, donc 1500 tonnes de carbone stocké. Donc on peut dire qu'on est vraiment dans les constructions durables. Et tout le mobilier ici, pareil, on est sur des bois bruts qui ont été construits dans le même principe avec des bois locaux. On a une table en chêne, voilà, une autre essence utilisée. Et on a aussi notre prix voilà, qu'on a reçu en 2021 dans la catégorie de bâtiments de bureau. Un bâtiment flambant neuf qui met à l'honneur toutes les essences de bois vosgiennes, même celles dont plus personne ne veut. Et puis là, vous avez clairement une poutre où on voit les traces du champignon dû au scolite. Donc c'est une poutre en épicéa, mais qui nous gêne absolument pas. C'est-à-dire que c'est un bois malade, en train de mourir, mais ça gêne pas au niveau décoratif. Là, on voit effectivement tous les nœuds spécifiques, soit de sapin, soit d'épicéa, puisqu'on a mélangé 2 essences dans ces poutres-là. Particularité, on voit le cœur de l'arbre ici, quasiment, sont des bois malades de la calarose du frêne. Clairement, on a mis en valeur tous les bois, quels qu'ils soient, dans leur état d'origine. Nous quittons la plaine et Épinal pour nous rendre plus loin. À Aubure, nous sommes toujours dans le massif des Vosges, en Alsace cette fois-ci. Nous suivons l'équipe de l'Observatoire géochimique de l'environnement de l'Université de Strasbourg. Une équipe qui régulièrement vient sur le terrain. C'est Marie-Claire Pierret qui dirige la mission. Il faut faire attention parce qu'à cause de la tempête, il y a des branches qui se sont répandues partout sur le sol. Hiver comme été, il faut grimper jusqu'au col, situé à près de 1100 mètres d'altitude.
2 heures de marche environ, et les voilà arrivés sur le site de la Renardière. Partout, les traces de la dernière tempête qui a causé d'énormes dégâts sur une espèce déjà bien impactée par les aléas climatiques. Alors ici, c'était une parcelle d'épicéa qui avait à peu près 150 ans. Et en février 2019, il y a eu une très grosse tempête. Et comme les arbres ne sont pas en très très bonne santé et que les vents étaient vraiment exceptionnellement forts, ça a dégagé toute cette partie-là avec des troncs qui ont soit twisté, qui sont tombés au sol, soit carrément des arbres qui ont été dessouchés. Et là, on voit carrément toute la partie du sol qui est partie avec. C'est là qu'on ressent toute la vulnérabilité quand même du système naturel face à des événements exceptionnel, mais qui dévaste tout. Pour la scientifique, la situation risque bien de s'aggraver. Des tempêtes, il y en a toujours eu partout, mais c'est vrai que les conséquences du changement climatique, c'est une intensification des phénomènes extrêmes et une augmentation de la fréquence de ces événements. Et ça n'est pas sans conséquence, puisqu'il y a des phénomènes de destruction, comme ici, sur cette parcelle. Et ce qui est étonnant, c'est que la végétation n'a pas du tout repris depuis 2019, sur la souche, là. Ouais, ça aurait déjà pu, et qu'il y a encore beaucoup de terre virulente à tomber. L'objet de leurs études est situé dans ce territoire de 80 hectares, et essentiellement du résineux de moyenne montagne. Ici, ils disposent d'une station avec des relevés permanents de paramètres, comme le niveau des précipitations ou la température. Mais ce n'est pas tout. C'est un capteur qui permet de mesurer la hauteur de neige par ultrasons. L'équipe va plus loin. Avec ce laboratoire à ciel ouvert, elle ausculte le sous-sol, les ressources en eau disponibles et la fertilité des sols. L'idée est de mieux connaître le garde-manger des arbres. Dans cette fosse, nous avons plusieurs bidons qui récupèrent des eaux. Donc on récupère à la fois les eaux de pluie qui ont traversé le couvert végétal, la forêt, et des solutions qui gravitent dans le sol. Donc ça, c'est la solution qui circule à 5 cm. Et elle est jaune parce qu'elle est très riche en matière organique. Et ça, c'est très important pour la végétation et pour les arbres parce que c'est là qu'ils vont trouver une partie de leurs nutriments. Donc c'est là qu'ils trouvent ce qui les nourrit. On pèse ? Donc on est à combien ? 1,35, donc 1,25. On continue, on va faire le prochain. C'est fondamental de connaître l'évolution de la composition chimique de ces solutions à différentes profondeurs parce que c'est ces éléments-là qui vont caractériser la capacité qu'a le sol à fournir suffisamment de nutriments pour la durabilité de ces forêts. En fait, c'est ça qui permet à l'arbre de se nourrir et de récupérer de l'eau, c'est cette petite racine. Tout se passe à travers les petites racines, c'est pas les grosses racines. Donc en fait, un gros arbre, il a un réseau de plusieurs mètres carrés de racines, partout réparties dans le sol. Ça, c'est très visible ici, on le voit bien. Son université relève des données depuis 1985. Unique en France, il n'existe qu'une petite dizaine de laboratoires de ce genre dans le monde. Une référence. Les résultats de leur étude sont hélas alarmants. Là où on est inquiet, où on s'interroge, c'est qu'on voit que la quantité de nutriments dans les sols diminue et qu'en plus de ces problèmes de fertilité des sols se rajoutent les problèmes de sécheresse, les problèmes de parasites et ça rend les forêts de plus en plus fragiles et vulnérables. Ce sont des forêts qui ont été plantées par l'homme et qui sont exploitées par l'homme. Donc effectivement, doivent se poser la question de qu'est-ce que les sociétés veulent, quel type de forêt on va planter pour le futur. On ne va pas continuer à planter des épicéas parce qu'on sait que d'une part, elles ne sont pas adaptées aux enjeux du changement climatique et pour plein d'autres raisons. Donc la question est de savoir quelles espèces vont être plantées, où on va trouver des espèces résilientes, si possible des espèces natives ou locales. Donc oui, il faut réfléchir à la forêt de demain et aux espèces qu'on va planter. Mais l'épicéa, c'est terminé. Verdict sans ambiguïté. Avec le changement climatique, les épisodes pluvieux sont moins fréquents. En moyenne, ici, il tombe 100 mm d'eau chaque année. C'est 6 fois moins qu'à Paris.
Avec la hausse des températures, les conséquences sont multiples. Pour Marie-Claire Pierret, il pleut mal, c'est-à-dire de façon très inégale selon les secteurs. Ici, la ressource en eau se raréfie, mais ailleurs, l'eau peut être plus abondante. Mais dans ce cas-là, les pluies peuvent être dévastatrices. Un fléau qui oblige là aussi les pompiers à intervenir plus régulièrement. Direction Épinal. Face à l'ampleur de ces phénomènes, les pompiers disposent pour la première fois en France d'un bassin entièrement créé pour la formation au secours lors de crues qui se produisent en montagne comme en ville. Eh Seb, tu confirmes, je mets en route la 3. Leur dispositif, à peine inauguré, leur permet de gérer le niveau d'eau. Ils peuvent ainsi simuler toutes sortes de situations. Ici, les pompiers sont des professionnels ou des volontaires aguerris. Ils ont tous déjà vécu ce type d'événement dramatique. Prêt ? Parti ! La maîtrise du sauvetage dans des eaux torrentielles est une discipline complexe. Alors, on répète les gestes comme les exercices. Ce qui se passe, c'est que je le chope tout de suite. Et en fait, dès que je l'ai dans mes bras, on est balayé tout de suite au fond. Elle n'est pas lâchée. Ah non, je le lâche pas. On recommence une fois. On recommence une fois. Des heures d'entraînement avec différents scénarios. Là, on est bon. La manœuvre, elle est propre. Pour moi, les gens, ils sont contents. On la refait une fois. On confirme et après, on valide. Si les équipes s'entraînent si dur, c'est qu'elles savent que des cas extrêmes comme celui de cette simulation se sont déjà produits. Commune de Rambervillers, 2006. La population se réveille avec de l'eau partout. Dans la commune, l'eau atteint par endroits 1,80 m. On rattaque notre manœuvre, une victime à la fenêtre, le raft, 2 pagayeurs, un barreur. Avancer à contre-courant sur des flots qui déferlent à 5 mètres cubes par seconde n'est pas simple. Ici, pour les pompiers, il s'agit de sauver une victime piégée dans son appartement. Et à terme, ce qu'on souhaite, c'est former l'ensemble des personnels du département des Vosges, donc près de 3000 pompiers, en tant que primo-intervenants. On a 2 problématiques. On a les inondations liées à des pluies intenses, donc avec des forts courants, plutôt sur le secteur de la montagne, auquel on associe le phénomène des fontes des neiges, donc on peut avoir des gros volumes d'eau. C'est ce qu'on simule aujourd'hui. Et puis on peut aussi avoir des montées d'eau plus lentes sur le secteur de la plaine, sur lequel aussi il faut qu'on puisse s'exercer. La fonte des neiges, plus précoce ces dernières années, provoque parfois des crues torrentielles. Les pompiers doivent s'entraîner à piloter et à manœuvrer le raft dans des conditions délicates. En intervention, ils devront naviguer quasiment les yeux fermés, dit le colonel Dupuis. Aujourd'hui, toutes les casernes disposent d'une équipe dédiée aux crues, en plaine comme en altitude. Changement de décor. Nous sommes au lac de Gérardmer, la perle des Vosges selon les guides touristiques. Chaque année, la région attire des milliers de touristes. C'est un gros village, Gérardmer, environ 8000 habitants. Alors maintenant, on se rend compte durant quasiment toute l'année, on n'a plus de saison morte à Gérardmer. On a une forte fréquentation, et donc régulièrement, les week-ends, les vacances, on triple, on quadruple la population régulièrement. Donc on passe à 30 000, 40 000 personnes qui viennent ici pour passer du bon temps, pour passer
court séjour, week-end, soit comme en ce moment, durant ces vacances-là d'hiver, qui passent une semaine complète sur Gérardmer. La commune de Gérardmer gère 2 stations de ski. Nous sommes ici à la Moselaine. En 2008, cette station avait failli fermer. La mairie a dû injecter 10 millions d'euros pour adapter les infrastructures. Retenue collinaire, canon à neige, seul moyen d'éviter la faillite pour le maire. Bonjour. Ça va bien? Les gouffres sont bonnes? Chaque hiver, Stacy Spaceman s'inquiète de la fréquentation, mais plus encore, c'est la couche de neige qui le préoccupe le plus. Ça va au niveau... on n'a pas trop souffert dimanche avec la pluie là, qui est tombée? Ça se passe pas trop mal. On a réussi à conserver un manteau d'une 50aine de centimètres d'épaisseur. D'accord. Tout le front de neige. Et même le secteur de la Chaume est bien enneigé. D'accord. Tout le domaine est ouvert là? On est ouvert en quasi-totalité. Il y a juste une piste qu'on a laissé fermer sur le haut du domaine par précaution suite à la glace des jours derniers. Mais elle va être ouverte dans les jours à venir. Une vingtaine de pistes, 40 km de descente, c'est l'un des plus grands domaines skiables de la région. Aujourd'hui, le maire revêt plus souvent le costume de chef d'entreprise. C'est le dernier gros investissement que l'on a fait effectivement sur la station, un télésiège débrayable, parce que ça permet beaucoup plus de sécurité, ça permet beaucoup plus de rapidité et surtout, ça nous permet de diversifier nos activités parce qu'un télésiège débrayable va être utilisable aussi bien pour des piétons, donc hors ski, ou pour faire monter des vélos, des trottinettes et réaliser d'autres activités. Un investissement qui se justifie de plus en plus car la neige ne tombe plus comme avant. Pour Météo France, si la hausse des températures se poursuit, la station pourrait ouvrir que 15 jours par saison au lieu de 45 ces dernières années. Sans canon à neige, on aurait beaucoup de mal à réussir à laisser ouvert la station. Comme là, on a eu un gros redout il y a 15 jours. On aurait la majorité des pistes qui seraient fermées actuellement, si on n'avait pas les canons à neige. Il y a beaucoup de stations de moyenne montagne ou même des stations des Alpes qui sont assez basses. Elles ne pourraient pas ouvrir ou n'ouvriraient pas assez longtemps pour que la saison soit rentable, ça c'est certain. Vous êtes condamné à faire de la neige de culture ici? Condamné, non, mais ça devient indispensable, ça c'est sûr. Loïc Gégou est un peu une sentinelle du climat. Il voit déjà les effets du réchauffement planétaire. Moi, à 25 ans, ce que j'ai pu remarquer, c'est surtout le changement des températures. Ça veut dire la hausse ou la baisse des températures très rapide dans la saison. On va passer de moins 10 à plus 10 en 2-3 jours. Avant, c'était beaucoup plus lent. Une variation qui rend la situation plus complexe pour le maire. Dans le modèle économique que l'on a actuellement, et donc où le produit phare, c'est le ski. Et donc février, pour une station comme Gérardmer, ça représente 80% du chiffre d'affaires que l'on peut réaliser sur la station. Donc c'est effectivement vital économiquement. Sans ce mois de février, on est en difficulté financière. Chaque année rebelote. La saison démarrera avec une seule obsession. Y aura-t-il assez de neige pour éviter de mettre la clé sous la porte ? Une question récurrente ici. Il suffit d'accompagner Olivier Brault pour se rendre compte de la situation. Voilà, vous voyez sur la gauche une station qui avait trois téléskis qui vient de fermer il y a quelques années. C'était la station de Haute-Navière. Il y en a beaucoup comme ça qui sont menacés aujourd'hui? Il y a un certain nombre de stations qui sont menacées, difficile de dire combien, mais toutes en tout cas sont confrontées au challenge de l'adaptation. Olivier Brault est commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du massif des Vosges. Tout un programme qui passe d'abord par un diagnostic de la situation. Voilà, finalement, vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose de l'ancienne station. Il y avait autrefois les bâtiments d'accueil. Là, ce sont les anciens téléskis, dont certains sont très rouillés. Et puis là, devant vous, vous avez l'ancien bâtiment technique de l'installation. Donc maintenant, il reste les pylônes et les câbles, et puis un formidable terrain de jeu pour les enfants. Donc maintenant, notre action sera de
financer et d'aider à retirer tous ces vestiges, finalement, de manière à ce que la nature puisse reconquérir l'espace et que le paysage soit petit à petit reconstitué. Ça coûte cher. L'État peut apporter des financements dans le cadre du plan Avenir Montagne, justement, pour reconquérir les paysages, finalement, parce que c'est un enjeu important, hein, tant d'ailleurs pour les touristes que pour les habitants. C'est grâce au plan de relance que les territoires comme celui-ci vont profiter d'un coup de pouce du gouvernement. Le dernier plan montagne date des années 60. Le changement climatique rebat les cartes. Donc voilà, nous sommes ici à la Schlourte, et au cœur d'un espace nordique qui nous relie au lac Blanc, qui était une petite station engagée également en diversification, puisque un tiers de son chiffre d'affaires est réalisé l'été autour du vélo et d'autres activités estivales. Donc vous voyez ce bâtiment qui est très récent, qui vient d'être inauguré, et qui est la nouvelle base d'accueil de la station de la Schlourte, donc qui propose des activités hivernales, évidemment, comme vous le voyez aujourd'hui, mais aussi des activités estivales ou des activités lorsqu'il n'y a pas de neige, donc qui peuvent être de la randonnée, tout simplement la découverte de la nature. C'est un paysage magnifique. Le changement climatique est très présent, comme dans de nombreuses régions, mais plus particulièrement dans ces montagnes de moyenne altitude. La température augmente, le nombre de jours de gel diminue. Donc il faut se diversifier absolument. C'est un enjeu très fort, oui. L'État accompagne les territoires, l'État accompagne également les entreprises, les acteurs privés, les habitants à s'adapter d'une part et à trouver également de nouvelles activités qui permettent à la montagne de rester habitable, de maintenir cette qualité d'accueil qui a fait sa réputation. Le maire de Gérardmer a bien compris qu'il fallait diversifier ses activités. Alors, il n'hésite pas à mouiller le maillot. Allez. Alors, les pieds. Voilà, là. au fond, voilà. Pour le mettre en route, comme une voiture, il faudra freiner le frein de gauche et donner une impulsion comme une clé de contact en position de mort. Vous êtes un peu crispé, monsieur le maire. Un petit peu, oui, c'est une nouveauté. Alors, pour le mettre en route, comme une voiture. Balade à travers bois, dans un chemin jamais emprunté par les skieurs. Une autre manière de découvrir le massif des Vosges. C'est une prise en main particulière. Les 4 roues sont indépendantes, donc la direction n'est pas la même que sur un véhicule classique, mais c'est formidable. C'est vraiment un engin en plus silencieux. On a l'impression d'être seul en forêt. Bonjour. Ça offre en plus une mobilité, un franchissement incroyable. Donc c'est vraiment une activité ludique et de plein air dans le calme. Une activité parmi tant d'autres. Dans le département, on est dans la même dynamique. La preuve avec la Fantasticable. Eh bien, on vole. Au milieu des années 90, un ancien professeur de mathématiques lance cette tyrolienne, un saut dans le vide à plus de 100 km/h. Il propose aussi du parapente et ces dernières années, le succès aidant, il crée un parc au-dessus de la commune de la Bresse. Une douzaine d'activités différentes. Donc nous voici là au cœur de l'Acrobranche. On voit différents circuits pour les plus petits à partir de 3 ans qui peuvent être aidés par les adultes. Et puis des parcours plus sportifs avec le noir, super noir. Donc là, tout le monde peut s'amuser. On a des ponts de singes, des tyroliennes, des filets à grimper, murs d'escalade. L'été, le parc emploie jusqu'à 85 personnes. L'idée, c'est de s'amuser au cœur de la forêt, avec la fraîcheur des sapins. Et puis certains hivers, quand le manque de neige est présent, on peut rouvrir le parc, on a le Fantasticable qui tourne. Donc on s'adapte vraiment à la saison, ce qui fait qu'on peut être ouvert quasiment 12 mois par an. Avec le bois des lutins, on va grimper vraiment au cœur de l'arbre. Et pour redescendre des arbres, on a des petits toboggans, aussi bien pour les enfants que les parents. Et puis ensuite, on va de nouveau s'amuser et profiter de la forêt.
Et donc au cœur du bois des lutins, en plus de jouer, on peut avoir plein d'infos importantes sur la forêt, comme ici des panneaux explicatifs sur le hêtre. Alors un arbre qui est malheureusement certainement voué à disparaître dans les Vosges. Mais voilà, on apprend l'importance des liens entre les arbres, la forêt, tout ce qu'elle peut nous apporter. Et puis ici, on a encore la chance d'avoir une forêt en bonne santé, donc on en profite pour la faire découvrir. Un peu plus loin, l'aventure se poursuit avec ces cabanes perchées. Difficile de les apercevoir. Tout a été conçu pour qu'elles soient les plus discrètes possibles. Disponibles été comme hiver, elles ne désemplissent pas. J'escalade la tribu perchée, tout fait avec du bois local, là, qui vient du Grand Est, principalement de l'acacia ou du mélèze. Pas besoin d'être traité, on est sur de l'imputrescible, c'est parfait. L'idée est de prendre de la hauteur et de découvrir cette canopée et ces arbres qui, pour le moment, ne sont ni rongés par le scolite, ni soumis à la canicule et aux fortes sécheresses. Donc nous voici arrivés à 18 mètres du sol, en haut de la cabane Le Champ du Vent. On a le coucher du soleil sur la terrasse. Le matin, c'est le lever du soleil pour les petits déjeuners au soleil. C'est une beauté qui reste malgré tout fragile. On sait qu'à quelques mètres d'altitude plus bas, les arbres commencent à être touchés par le scolite ou des fortes sécheresses. Donc pour l'instant, on est préservé, mais jusque quand, on verra bien. On va aller jusqu'à l'intérieur de la cabane. Et nous voici donc à l'intérieur. Le lever du soleil, alors là, on vient chercher vraiment un voyage, en fait. On a un petit peu cet univers mélange de bois. On va chercher sur tout ce qui est le thème du soleil, du désert, un peu la chaleur de cette cabane-là. On est pour 5 personnes, un grand lit double au-dessus, et puis 3 lits là, qui vont un petit peu à la façon d'une échelle se disperser en dessous de la cabane. La table avec la possibilité de prendre les repas, les petits déjeuners, avec une vue magnifique au-dessus de l'étang de la cabane du pêcheur. Et toujours une mise en avant de notre forêt, avec les sapins qu'on aime tant et ces montagnes-là. À terme, l'ADN de la forêt des Vosges, ces paysages de grands sapins, d'épicéas, de chênes ou de hêtres vont changer. Mais grâce à tous ceux qui prennent soin de cette nature, le bouleversement sera moins brutal qu'ailleurs, où l'on est encore dans le déni du réchauffement planétaire. Une prise de conscience qui permettra sûrement à ce territoire de conserver son attrait. Accompagner le changement, l'anticiper, c'est probablement la clé de cette transition qui s'annonce ici, comme dans le reste du massif des Vosges.